Interruption. Donc avant de rentrer dans le détail des interruptions dans le 8051, on va d'abord prendre un exemple de la vie courante. Euh, Supposons, vous êtes en train de cuisiner. Vous mettez un plat au four et la cuisson doit durer 10 minutes. Vous n'avez bien sûr aucune alarme, vous n'avez surtout pas le minuteur. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder votre montre, la regarder régulièrement, de manière à ce qu'au bout de 10 minutes, vous soyez en mesure d'arrêter le four. Et si on suppose que cette cuisson doit être extrêmement précise, à 10 secondes près, vous allez vraiment toujours garder l'œil sur votre montre. Vous allez sans cesse regarder l'heure pour savoir si les 10 minutes sont écoulées. Là, on a fonctionné en mode scrutation, c'est-à-dire qu'on scrute sans cesse notre montre. Est-ce que les 10 minutes se sont écoulées? Oui, non. Et donc, on regarde très très souvent. L'autre solution, pour ces 10 minutes, c'est de prendre un petit minuteur qu'on va régler sur les 10 minutes et qui, au bout de 10 minutes, va sonner. Ce qui fait que de cette manière, vous allez pouvoir travailler, préparer un autre plat et au bout de 10 minutes, le minuteur va sonner. Vous allez arrêter votre tâche que vous étiez en train de faire, vous allez arrêter le four et vous allez ensuite reprendre votre tâche. Là, on a fonctionné par interruption. Donc, si on prend un autre exemple, plus au niveau de notre processeur, supposons que on souhaite détecter les passages d'un véhicule. Donc, à chaque fois qu'un véhicule passe devant nous, il y a supposons qu'il y a un petit capteur qui va générer une impulsion. Donc, vous voyez que là, on a trois véhicules qui viennent de passer, peut-être un véhicule relativement long, qui était lent, un véhicule un peu plus court, par exemple une voiture, et puis là, un véhicule beaucoup plus petit, une moto, qui est passé à vive allure. Donc, on voit donc que les durées sont différentes. Si vous voulez, avec votre processeur, détecter tous ces passages de véhicules, vous allez devoir aller regarder régulièrement. Alors peut-être que vous aurez mis en œuvre un port d'entrée, comme on l'a vu lors de séances de travaux pratiques. Et à intervalles de temps réguliers, on va aller lire dans ce port d'entrée pour savoir si l'impulsion est passée à 1. Donc dans ces deux lectures-là, on détecte bien effectivement le passage du véhicule. On continue, à chaque fois on regarde, on scrute, on scrute, on scrute. Là on voit passer, effectivement, on voit qu'il y a une impulsion, donc on a détecté encore un véhicule. On continue à scruter, et là, le problème c'est que notre véhicule étant produisant une impulsion tellement courte, que même en allant scruter à intervalles de temps réguliers, on n'a pas pu détecter le passage du véhicule. Alors pour résoudre ce problème, il faudrait éventuellement encore regarder beaucoup plus souvent. Donc là, en regardant beaucoup plus souvent, on va monopoliser notre processeur qui va passer son temps à aller regarder s'il n'y a pas une impulsion qui est qui est en cours. Donc l'autre solution, donc ça c'était notre solution par scrutation, et l'autre solution, qui est la solution qu'on appelle par interruption, c'est que ce signal en lui-même déclenche un mécanisme qui va permettre d'arrêter le processeur étant averti qu'il y a eu un appel pour qu'il s'arrête, il va aller exécuter un programme d'interruption pour traiter, il y a un véhicule qui est passé. Et puis ensuite, on va repartir, le programme, la tâche habituelle va repartir, jusqu'à ce que de nouveau, cette petite impulsion déclenche ce mécanisme qui va stopper le processeur, et le processeur va pouvoir exécuter un petit programme qui va traiter encore une fois cette impulsion. Et ainsi de suite. Donc vous voyez les deux modes de fonctionnement. Là, le fonctionnement par scrutation, qui monopolise beaucoup le processeur, et le fonctionnement par interruption, qui ne va occuper le processeur qu'au moment de la survenue de l'impulsion. Donc, si on doit donner une définition à l'interruption, on va dire que c'est un mécanisme qui va permettre à un événement externe, on verra que externe c'est au sens large, donc un événement qui est externe au processeur, de provoquer l'arrêt du programme en cours pour traiter cet événement. Et une fois que cet événement aura été traité, le programme reprendra là où il en était. Alors, donc là, on va dire que c'est un contrôleur d'interruption qui est, je dirais, accolé au processeur, et c'est lui qui va recevoir un certain nombre de demandes d'interruption. Donc il sera capable d'en gérer plusieurs, et qui pourra éventuellement décider, celle-ci, non, je ne veux pas en tenir compte, celle-ci, j'en tiens compte, celle-ci, j'en tiens compte, mais elle a une basse priorité, etc., etc. Donc petite remarque aussi, au niveau des sources d'interruption, donc
ce sont des événements externes, ce sont des événements externes au processeur. Ça veut dire que ça peut très bien être, dans le cas d'un microcontrôleur, on a quand même un certain nombre de périphériques qui sont censés aussi faire des fonctions, de gérer les fonctionnalités d'entrée-sortie. On peut très bien avoir ces périphériques qui vont générer des interruptions. Donc on parle à ce moment-là d'interruptions internes, parce qu'elles sont internes au microcontrôleur. Et on a aussi des interruptions qui peuvent venir vraiment de l'extérieur au microcontrôleur. On parle là d'interruptions externes. Donc ce sont des événements qui sont externes au processeur. Par contre, on parle bien d'interruptions, soit interruptions produites par des périphériques, donc des interruptions internes, soit des interruptions qui sont vraiment produites par des signaux qui viennent de l'extérieur au microcontrôleur. On parle d'interruptions externes. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau du processeur quand on met en œuvre une interruption? C'est-à-dire qu'il y a une interruption qui est reconnue, et comment tout cela va être mis en œuvre. Donc on va quand même s'intéresser aux différentes zones de cette grande figure. Donc dans un premier temps, là, vous êtes en train d'exécuter un code, et au moment de l'exécution de l'instruction, de cette instruction, instruction N, on a une demande d'interruption qui survient. Donc on verra que entre un signal extérieur qui fait une demande d'interruption et puis la reconnaissance de l'interruption, on verra qu'il y a aussi des étapes de reconnaissance et de validation de l'interruption. Mais supposons que notre interruption a été autorisée, elle est reconnue, et elle survient exactement à ce moment-là. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du processeur? Le processeur va terminer l'instruction qu'il était en train d'exécuter, l'instruction N. À ce moment-là, le pointeur de programme il pointe déjà sur l'instruction suivante, l'instruction N plus 1. Donc à ce moment-là, le pointeur de programme va être sauvegardé dans la pile, de manière à conserver l'adresse de retour. Et le pointeur de programme va ensuite être chargé avec l'adresse du vecteur d'interruption. Donc on va aller voir ce que c'est que ce vecteur d'interruption. Donc en fait, à la différence d'un call, où quand on fait un call, on spécifie l'adresse du sous-programme derrière, quand il y a une demande d'interruption, on ne peut pas lui transmettre une adresse. Donc on a donc une table qui se situe dans la mémoire, qui permet de stocker à des adresses mémoire bien définies, qui permet de stocker. Alors, dans certains cas, on stocke directement une adresse. Dans le cas du 8051, on a une petite zone qui est réservée à un petit bout de code. Et à ce moment-là, généralement, on va placer à une adresse donnée un code qui va exécuter un saut vers notre programme d'interruption. Donc supposons que j'avais l'interruption INTK. On va aller donc, le pointeur programme, on va charger l'adresse de ce vecteur INTK, donc ça va être l'adresse de cette case mémoire, et là on va trouver un saut vers notre routine d'interruption. Donc notre routine d'interruption, comment elle se présente? Elle se présente comme un sous-programme. Donc on va aussi être obligé de sauvegarder le contexte, à plus forte raison pour un programme d'interruption qui lui peut survenir vraiment n'importe quand. Donc là les push et les pop vont être extrêmement importants. Et ce programme d'interruption ne va pas se terminer par un RET, mais par un RETI. Donc la seule différence entre le RET et le RETI, c'est que le RETI fait exactement la même chose qu'un RET, et en plus, il va revalider le mécanisme d'interruption pour dire ça y est, je viens de sortir de mon interruption. Et ensuite, eh bien, on va revenir à notre programme appelant. Donc le RETI va provoquer donc d'une part la revalidation du mécanisme d'interruption, et il va aller chercher dans la pile l'adresse de retour du programme. Ce qui fait qu'on va on va revenir, le pointeur programme, on va le recharger avec l'adresse de cette instruction, et il va pouvoir repartir, il va pouvoir exécuter le programme en cours qu'il est en train de faire. Voilà tout le mécanisme d'interruption qui est mis en œuvre dans un 8051. Donc par contre, je vous ai dit tout à l'heure que pour qu'une interruption soit reconnue, il y a quand même tout un mécanisme qui permet quand même d'autoriser ou pas cette demande d'interruption. Donc on le voit qu'il y a plusieurs étapes. Donc ça, ce sont un certain nombre de demandes d'interruption possibles. Donc vous voyez qu'ici, on fait le distinguo entre ces deux signaux qui sont des signaux électriques, donc qui viennent de l'extérieur, et en bleu, ça correspond en fait à des demandes d'interruption qui sont générées par des périphériques internes. Et donc ceci correspond à ce qu'on appelle un flag, c'est-à-dire c'est un bit dans un registre qui nous signale qu'il y a le périphérique a fait une demande d'interruption. Après, encore faut-il que cette interruption soit autorisée. Donc ça va se passer en deux étapes, une autorisation d'interruption, et puis ensuite une gestion des priorités.
Donc si on s'intéresse aux validations des interruptions, par exemple pour un signal qui vient de l'extérieur, il y a quand même une petite configuration de l'interruption. On va pouvoir fonctionner soit par niveau, soit par front. Et ensuite, on va pouvoir éventuellement dire, cette interruption, je veux bien effectivement qu'elle soit autorisée. Donc il y a une configuration qui est faite au travers de registres de validation d'interruption. Donc il y a 3 registres dans le 8051, IE, EIE1 et EIE2. Et puis ensuite, il y a une validation globale. C'est-à-dire que si par exemple, à un moment donné, on veut complètement supprimer les demandes d'interruption, et si on a plusieurs demandes d'interruption, au lieu d'aller ouvrir tous ces interrupteurs-là, on a simplement un bit qui permet d'ouvrir tous les interrupteurs d'un coup. Donc pour qu'une interruption, par exemple, qui viendrait de l'extérieur, soit autorisée à vraiment produire une demande d'interruption, il faut en quelque sorte fermer ces 2 interrupteurs. Donc on aura un bit de validation propre à cette interruption et un bit de validation globale. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, on va gérer ce qu'on appelle les priorités. Donc les priorités, euh, elles vont permettre dans le cas où par exemple on a 2 demandes d'interruption qui viennent par exemple, je sais pas, d'ici et d'ici, si elles arrivent vraiment rigoureusement en même temps, on a quand même un mécanisme qui a été prévu pour décider quelle sera celle des 2 qui aura la priorité. Et en plus, avec ce mécanisme de priorité, on va pouvoir faire en sorte que une interruption de priorité basse pourra éventuellement être interrompue par une interruption de niveau haut. Donc si on regarde un peu plus en détail, dans le 8051, on peut dire qu'on a en fait la priorité, elle est gérée par à la fois une priorité qui est programmable et une priorité qui est fixe. Donc dans un premier temps, c'est la programmable, qui a 2 niveaux de priorité, qui intervient en premier. Et ensuite, si jamais la priorité fixe, en fait, va s'appliquer uniquement dans le cas où on a une demande simultanée de 2 interruptions qui auraient le même niveau de priorité programmable. Donc les règles de priorité, c'est une interruption de niveau de priorité haute ne peut jamais être interrompue, et une interruption de priorité basse ne peut être interrompue que par une interruption de priorité haute. Et enfin, si 2 demandes d'interruption de même niveau de priorité programmable arrivent en même temps, alors celle qui a le plus haut niveau de priorité fixe sera servie en premier. On va voir ça un petit peu en détail. Alors, le niveau de priorité fixe, alors autant le niveau de priorité programmable, il est géré à travers 3 registres. Donc on a un bit dans chaque registre pour chaque demande d'interruption. Et le niveau de priorité fixe, il est défini dans un tableau. Toutes les interruptions sont classées par niveau de priorité. Donc prenons un exemple. Supposons qu'on a 2 signaux d'interruption externe qui s'appellent INT0 et INT1. On a configuré INT0 avec un niveau de priorité bas. INT1 a été configuré avec un niveau de priorité haut. Donc ça, c'est les priorités programmables. Et si on regarde au niveau des priorités fixes, INT0 est plus prioritaire qu'INT1. Plus le chiffre est bas et plus le niveau de priorité est important. Donc là, on a le programme courant qui s'exécute. Tout d'un coup, on a une demande d'interruption INT0. À ce moment-là, le programme courant s'arrête et je vais exécuter mon interruption INT0. Une fois que cette interruption est terminée, je reviens à mon programme à plan. Supposons encore que j'ai une deuxième demande d'interruption INT0. Donc je commence à exécuter mon programme d'interruption, sauf que pendant l'exécution de ce programme d'interruption, j'ai aussi une interruption INT1 qui a un niveau de priorité haut qui survient. À ce moment-là, INT1 ayant un niveau de priorité haut et INT0 ayant un niveau de priorité bas, alors à ce moment-là, on va arrêter l'interruption en cours, l'interruption INT0, et on va venir exécuter INT1. Quand INT1 est terminé, à ce moment-là, INT0 va pouvoir se terminer. Et quand INT0 sera terminé, on va pouvoir revenir au programme courant. Là, cette fois-ci, on a d'abord une demande d'interruption priorité INT1, priorité haute. Donc elle s'exécute. On a une demande d'interruption INT0 qui arrive ici, mais comme INT0 a une priorité basse, l'interruption n'est pas servie, et on continue à exécuter INT1. Par contre,
quand INT1 se termine, et bien à ce moment-là, la demande qui était là, qui a été donc retardée, va pouvoir être exécutée. Enfin, dernier cas de figure, hein, vraiment une demande d'interruption simultanée sur ces deux interruptions. Alors, la demande est simultanée, mais INT1 a un niveau de priorité haut. Donc, c'est INT1 qui va être servi, bien que au niveau des interruptions, des priorités fixes, ça soit INT0 qui soit plus prioritaire que INT1. Mais c'est toujours la priorité programmable qui l'emporte sur la priorité fixe. Voilà un petit peu sur les priorités. Et on vient de parler d'un certain nombre de registres, hein, des registres IE, EIE1, EIE2, ainsi que IP, EIP1 et EIP2. Donc ces registres, hein, sans surprise, hein, sont bien sûr dans l'espace mémoire SFR du processeur. Alors si on s'intéresse au programme d'interruption, qu'est-ce qu'il a de particulier? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il se termine forcément par l'instruction recti. On aime bien lui donner un nom explicite, donc souvent ISR, Interrupt Service Routine. Ça permet d'identifier immédiatement qu'un programme est en programme d'interruption. Et puis, bien sûr, le sauvegarde de contexte. Donc forcément, une sauvegarde en pile, une sauvegarde en pile du registre d'état, PSW, donc bien sûr le restaurer, plus sauvegarde du contexte, c'est-à-dire que tous les registres qu'on va manipuler dans ce programme d'interruption, il faut les sauvegarder auparavant et les restaurer. Une autre solution, ça peut être de provoquer une commutation de bande registre. C'est-à-dire que le programme principal travaille avec un banc de registre, le programme d'interruption de priorité haute travaille avec un autre banc de registre, et tous les autres programmes d'interruption de priorité basse utilisent un troisième banc de registre. Ça peut éviter de multiplier les push et les pop en pile. Et puis une dernière chose, il arrive aussi que quand il y a des demandes d'interruption qui sont faites, dans ce qu'on appelle le pending flag, c'est-à-dire qui est un bit qui est attaché à chaque demande d'interruption, il est parfois nécessaire de le remettre à 0. Il n'est pas remis à 0 automatiquement. Au niveau de la table de vecteurs d'interruption, vous savez, c'est la table dans laquelle on doit mettre un petit bout de code pour faire un saut vers notre programme d'interruption. Donc déjà, l'adresse de l'endroit où on va aller chercher le code, elle est donnée ici. Ce qui fait que, par exemple, si vous avez une interruption INT1, le code qui permet de faire un saut vers le programme d'interruption devra être mis à partir de l'adresse 13. Et c'est ce qu'on voit apparaître ici, consigne de segmentation absolue. Donc ça veut dire que en dessous de cette ligne, le code va être mis à partir de l'adresse 13, et là on fait un saut vers notre routine d'interruption. Donc on va traiter un exemple sur la mise en œuvre de l'interruption INT1. Donc petite remarque au préalable, dans le 8051 F020, les broches d'entrée-sortie ont quand même un certain nombre de possibilités de configuration, parce qu'on va pouvoir soit les connecter à des périphériques internes, soit on va les faire fonctionner comme entrée-sortie standard, et tout cela est géré au travers d'une matrice d'interconnexion qui est configurable. Et en fait, cet aspect configuration de matrice n'est pas du tout géré dans ce module, hein. C'est quelque chose qu'on étudiera plus tard dans le module base des systèmes embarqués. Donc simplement, là, pour traiter cet exemple, on considérera que INT1 est relié à la broche P0.5. Voilà. Sachant encore une fois, hein, que INT1 pourrait être relié à d'autres broches, mais on a fait une configuration là pour faire en sorte qu'elle soit systématiquement connectée sur P0.5. Donc ensuite, comment est-ce qu'on met en œuvre cette interruption? Ça passe généralement par une petite lecture de documentation. Je ne rentre pas dans le détail, il y a un petit schéma récapitulatif qui nous indique que cette entrée d'interruption, donc c'est un signal externe, hein, sur lequel par exemple on pourrait connecter nos impulsions positives à chaque fois qu'un véhicule passe, on peut la programmer soit pour être sensible sur un fond descendant. Donc à chaque fois qu'on aura un fond descendant, on peut positionner à 1 ce bit de demande d'interruption, soit elle sera sensible à un niveau bas. C'est-à-dire que tant que cette entrée sera au niveau bas, on sera susceptible de générer des interruptions. Donc ça étant expliqué dans cette partie-là. Donc la méthodologie pour mettre en œuvre une interruption, quelle que soit l'interruption à mettre en œuvre, on devra toujours respecter toutes ces étapes-là.
en assembleur. Donc première chose, on écrit d'abord le programme d'interruption. Ensuite, on va aller initialiser notre table de vecteurs d'interruption, c'est-à-dire mettre à l'adresse correspondant à ma source d'interruption un saut vers ma routine d'interruption. Ensuite, on va configurer un petit peu la source d'interruption. Typiquement, sur cette interruption INT1, on va décider si on veut fonctionner par front ou par niveau. Ensuite, on va configurer le mécanisme d'autorisation des interruptions, qu'on appelle l'enable flag. Ensuite, on va fixer la priorité haute ou basse. Et pour terminer, on va valider globalement les interruptions. On avait vu tout à l'heure que la validation de l'interruption se faisait à deux niveaux. Une validation spécifique à chaque interruption et ensuite une validation globale. Donc on va balayer ça en détail. Donc toutes ces étapes, je les ai spécifiées, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc une, c'était l'écriture du programme d'interruption, donc elle apparaît ici. Et ensuite, toutes les phases, le vecteur d'interruption, c'est quelque chose qui sera assuré en quelque sorte par des directives d'assemblage, donc ça ne rentre pas vraiment dans le programme principal. Et puis ensuite, les étapes 3, 4, 5 et 6 auront lieu dans une partie configuration, et après, quand on sera dans l'application, on ne sera pas amené à remodifier ce qu'on a fait ici. Donc la première étape, le programme d'interruption. Donc là, je vous l'ai dit, on a déjà vu tout à l'heure, ça se termine par un ready. Il y a forcément une sauvegarde du registre d'état en pile, sauvegarde du contexte. Et puis ensuite, vous tapez le code, qu'est-ce que doit faire votre programme d'interruption. Ensuite, étape numéro 2, le vecteur d'interruption. Donc c'est INT1, on voit qu'il est à l'adresse 13, donc consigne de segmentation absolue, et on place, à partir de l'adresse 13 dans l'espace mémoire code, un saut vers notre routine d'interruption. Ensuite, étape numéro 3, configuration en quelque sorte du mécanisme d'interruption. Donc, en fait, il y a un registre, deux bits dans un registre qui permettent de configurer cette interruption INT1. Le registre est accessible bit à bit. Donc, au niveau du code, on va utiliser une écriture bit. Donc, ces deux drapeaux, c'est d'une part le premier qui est un drapeau pour nous dire s'il y a eu une demande d'interruption ou pas. Donc, quand on l'initialise, généralement, on va le remettre à 0, au cas où il avait été au préalable positionné à 1, soit par un autre programme, soit par d'autres événements. Et puis ensuite, le deuxième bit, c'est pour sélectionner est-ce que je veux fonctionner par front descendant ou par niveau. Là, ici, ce bit IT1, on le met à 1, donc ça veut dire qu'on veut fonctionner par front descendant. Donc j'ai configuré le mécanisme d'interruption. Étape numéro 4, là maintenant, il faut que je valide, j'autorise cette demande d'interruption. Donc c'est dans un registre, le registre IE. Il y a un bit qui nous intéresse, le bit EX1. Et EX1, vous voyez, il permet d'autoriser la demande d'interruption ou pas. Donc là, j'autorise ma demande d'interruption. C'est pareil, l'instruction de manipulation de booléen. Comme c'est un registre accessible bit à bit, je peux utiliser le symbole EX1 qui a été défini dans le fichier C8051F020.1. Donc ça c'est un problème de petit numéro. Là c'était le numéro 4. Ça c'est le numéro 5. On fixe la priorité. Donc là c'est le bit PXI du registre IP. Registre qui est aussi accessible bit à bit. Donc instruction assembleur de manipulation de booléen. Je mets à 1 ce bit, donc ça veut dire que j'affecte à cette interruption un niveau de priorité. Et la dernière étape, étape 6, validation globale des interruptions. Alors là, c'est toujours dans le registre IE. Tout à l'heure, on a travaillé sur ce bit-là. Et là, c'est bit de validation globale des interruptions, le bit 7 du registre IE. Ce registre étant aussi accessible bit à bit, écriture en booléen 7B1. Là, on vient de terminer de configurer nos interruptions. Ce que je voudrais vous montrer sur la prochaine démonstration à Microvision, c'est que bien qu'on soit en simulation, on va quand même pouvoir produire des interruptions en simulant l'arrivée d'un signal extérieur. Donc là, on retrouve un programme de démonstration avec un petit programme d'interruption qui se trouve ici. Donc là, c'est la version vraiment brute de brute, et pour l'instant, je n'ai rien mis. On va simplement essayer de voir avec le simulateur si on est capable de déclencher des interruptions. On retrouve bien
la consigne de segmentation absolue, hein, en 0013, je fais un saut vers mon interruption INT1. Donc, je fais un reset, je vais lancer l'exécution. Voilà. Donc là, visiblement, il est en train de tourner sans doute en continu dans une boucle. Je vais l'arrêter et je vais regarder, donc en utilisant cet onglet périphérique, je vais pouvoir avoir un certain nombre d'informations. Donc je vous ai dit tout à l'heure que l'interruption 1 était routée sur le port P0.5 parce qu'on a fait une configuration pour ça. Donc effectivement, en cliquant sur dans l'onglet périphérique et sur la sélection crossbar, le simulateur nous dit bien que INT1 est routé sur P0.5. Alors cette configuration, elle est faite en fait, je me trompe de programme, c'est là, elle a été faite, elle est faite ici. C'est ici, dans ces trois lignes-là, qu'on fait une configuration pour que INT1 soit sur P0.5. On va vérifier au niveau de l'interruption où on en est. Et si je regarde INT1, je vois bien qu'elle est autorisée, elle est enable, qu'elle a une priorité haute. Par contre, pour l'instant, son drapeau qui nous signale qu'il y a une demande d'interruption est toujours à 0. Donc là, pour l'instant, on a une interruption INT1 qui est autorisée. On a écrit un squelette de code pour l'interruption 1. Maintenant, on va voir si on est capable de déclencher l'interruption. Et on va pouvoir le déclencher avec le simulateur. Donc on va aller sur le port 0. Et en fait, sur la ligne qui correspond à pins, on peut éventuellement là changer l'état de la broche. Donc là, je peux faire exécuter. Si vous vous souvenez bien, on est sur P0.5, donc on est ici. En même temps, j'ai mis un point d'arrêt sur mon programme d'interruption. Donc si je déclenche une interruption, on va en mettre un autre aussi. On va en mettre un autre sur le vecteur. Voilà, on va en mettre un ici. Donc théoriquement, si j'arrive à déclencher une interruption, je devrais déjà passer par là. Donc vous voyez que là, on veut changer les états. Bon, ça change l'affichage ici, mais on n'arrive pas sur un point d'arrêt quand même. Par contre, là, je vais cliquer sur le P0.5. Je vais le mettre au niveau haut. Ça ne change rien, il ne se passe pas l'interruption, parce qu'en fait, mon interruption a été programmée pour être sensible sur un fond descendant. Donc théoriquement, dès que je vais cliquer ici, je vais générer un fond descendant sur cette entrée qui va produire une interruption. Et là, vous voyez, on est arrivé sur le point d'arrêt qui a été fixé ici. On fait bien un jump vers notre programme d'interruption. Donc si j'exécute, on arrive bien dans le programme d'interruption. Donc vous voyez qu'avec le simulateur, je vais enlever ce point d'arrêt ici. Voilà, je vais exécuter. Et là, je vais régénérer de nouveau une interruption. Je vais enlever ces trucs-là. Voilà, j'y arrive. Hop, je relance. Je le remets au niveau haut. Je le remets au niveau bas. Hop, de nouveau interruption. Donc, pour vous montrer que on peut très facilement, avec le simulateur, même si on n'a pas de matériel, faire comme si on avait un signal extérieur qui arrivait sur la broche P0.5 pour déclencher une interruption. Cette introduction aux interruptions est à présent terminée. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est que pour quelle que soit l'interruption dans ce 8051, si vous respectez la méthodologie en 6 étapes pour mettre en œuvre l'interruption, vous ne rencontrerez aucun problème.